Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple, et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Alors cet épisode est le 3e à propos de la théorie de l'attachement. Donc théoriquement, il suit les 2 précédents, donc le premier où j'ai commencé à parler des 4 styles d'attachement, la théorie derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Le deuxième où j'ai parlé de comment se rapprocher de plus de sécurité intérieure et extérieure dans son style d'attachement insécure. Donc pour aspirer à un attachement plus sécure. Et je n'ai pas eu le temps dans l'épisode précédent du coup de faire la séance de thérapie fictive avec les 2 personnages que j'avais introduits dans le premier épisode, Amanda et Jérôme. J'avais introduit leur histoire d'amour et comment est-ce qu'ils se sont retrouvés coincés dans une dynamique d'anxieux, d'évitant ou bien de fuis-moi, je te suis. Et donc aujourd'hui j'aimerais parler de cette fameuse séance de thérapie fictive avec ces 2 personnages. Voilà, donc si jamais tu n'as pas écouté les 2 épisodes précédents, peut-être que ça pourrait être utile de les écouter avant celui-ci, mais celui-ci peut aussi s'écouter indépendamment. Ils peuvent en fait les 3 s'écouter indépendamment, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant de les écouter à la suite. Voilà, alors je vais réintroduire un petit peu les personnages de Amanda et Jérôme, juste pour donner un petit résumé de qui ils sont à nouveau, pour se rafraîchir un peu la mémoire, si jamais tu as écouté le premier épisode sur l'attachement. Amanda est une jeune fille qui est très solaire, qui joue au violon, qui donne beaucoup d'elle-même, donne beaucoup de sa personne, est très positive comme ça en apparence et est très vivante. Amanda a une histoire un peu compliquée puisqu'elle a été abandonnée par son père qui ne s'est jamais occupé d'elle malgré le fait qu'il est toujours en vie. Il vivait à l'étranger très loin et voilà, elle n'a jamais eu de figure paternelle présente. Elle a aussi perdu sa grand-maman qui était une figure pour elle très importante dans sa vie jusqu'à ses 9-10 ans. Malheureusement, sa grand-maman est décédée. Ça a été un assez grand choc pour elle. Et puis, Amanda a une mère qui a été présente et aimante, mais malgré tout, vu qu'elle devait s'occuper d'Amanda toute seule, elle a eu des comportements assez inconsistants dans la dynamique avec sa fille, ce qui a aussi été un peu compliqué pour Amanda à recevoir. Et du coup, ce qui a laissé Amanda avec cette blessure de l'abandon, de par toutes ces différentes dynamiques relationnelles qu'elle a vécues avec sa mère, avec son père et avec sa grand-mère. Et Amanda présente un attachement qu'on dit plus anxieux. Ensuite, nous avons Jérôme qui est un frère aîné de la fratrie. Elle a grandi dans une famille plutôt aisée, avec un père qui a toujours soutenu la famille financièrement, mais qui malheureusement a été plutôt absent émotionnellement, puisqu'il travaillait beaucoup et il n'a pas donné beaucoup de sa personne émotionnellement à ses enfants. Et puis, la mère de Jérôme a vécu une période de dépression entre environ les 9 ans et 14 ans de Jérôme. Et toutes ces différentes dynamiques familiales ont fait que Jérôme a intériorisé un schéma où il s'est senti responsable de ses frères et sœurs cadets et il a eu l'impression qu'il devait mettre de côté ses émotions et ses sentiments à lui pour ne pas être un fardeau additionnel pour la famille. Et donc, il a représenté un peu ce fils aîné modèle. Et ça a été ça son schéma dans la dynamique familiale. Ce qui fait qu'en grandissant, Jérôme a développé ce style d'attachement qu'on dit évitant, où il a eu l'impression finalement qu'il devait toujours dépendre que sur lui-même et qu'il ne pouvait pas dépendre ou exprimer ses besoins à une autre personne. Voilà, ça c'est juste pour poser un petit peu le contexte de qui sont ces 2 personnages et quels sont un peu leur historique. Donc ensuite, comme je l'avais décrit, Amanda et Jérôme se sont mis ensemble et puis ils sont tombés malheureusement dans cette dynamique de l'anxieux de l'évitant, où Amanda s'est sentie assez rapidement en insécurité, a été très demandante du temps, de l'énergie et de la réciprocité de Jérôme, et elle a fini par tomber un peu dans des spirales de critiques envers lui, où elle se met en grande colère contre lui. Et de son côté, Jérôme, petit à petit, s'est de plus en plus mis sur la distance vis-à-vis d'Amanda. Il a été moins consistant dans ses marques d'affection émotionnelle ou autres. Et il s'est vraiment distancé d'Amanda, ce qui fait que ça a évidemment déclenché encore plus le système d'attachement anxieux d'Amanda, ce qui a fait que ça a d'autant plus, en réponse à ça, déclenché le système d'attachement évitant de Jérôme,
qui s'est d'autant plus renfermé sur lui-même, qui s'est d'autant plus muré dans le silence et qui a d'autant plus essayé de rejeter Amanda. Ce qui a fait que Jérôme a fini par rompre avec Amanda à un moment donné. Mais ils se sont retrouvés, comme j'avais décrit, dans une soirée un jour, ils se sont remis ensemble et puis voilà, au début les choses allaient à nouveau bien, mais malheureusement ils sont assez rapidement retombés dans cette dynamique de l'anxieux et de l'évitant. Et donc c'est dans ce contexte-là que finalement, vu tous leurs problèmes et vu qu'ils ont quand même tous les deux envie d'essayer de travailler sur leur relation, Amanda finit par contacter une thérapeute de couple. Et je dis Amanda parce que c'est quand même très souvent la personne anxieuse dans la dynamique qui va prendre contact. Et ça fait du sens puisque la personne anxieuse est souvent celle qui va plus être dans l'expression des problèmes et dans l'expression de ses ressentis. Et donc voilà, c'est souvent la personne anxieuse qui va prendre contact avec un thérapeute. Alors nous entrons donc dans cette fameuse séance fictive de thérapie avec Amanda et Jérôme. Une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que Amanda est beaucoup plus verbale que Jérôme. Et donc c'est elle qui vraiment prend le lead dans la discussion, qui exprime plein de choses, qui décrit le problème, qui explique tout ce qui s'est passé dans leur relation, la dynamique, tout ce qui ne va pas, tout ce qui la rend triste, tout ce qui la rend fâchée. Et de son côté, Jérôme est plutôt silencieux. Il ne parle pas beaucoup, il est relativement renfermé sur lui-même, il a ses bras croisés. Et on sent que voilà, c'est plutôt clairement Amanda qui prend la direction des choses dans la dynamique. Alors je mentionne ça en premier lieu parce que déjà rien que ça va être quelque chose qu'il va falloir petit à petit gentiment casser. Et pour Jérôme, typiquement, il va falloir qu'il apprendre à prendre plus de place dans la pièce avec Amanda. Et Amanda, de son côté, il va falloir qu'elle apprenne à être plus patiente et plus dans l'écoute aussi de Jérôme. Pour casser ce cycle finalement où c'est toujours elle qui est en train de parler et d'exprimer ses ressentis. Et donc une des premières choses qui va se passer, c'est que Jérôme va devoir prendre la parole et que Amanda va devoir apprendre à garder un peu plus le silence et que petit à petit, il va falloir ralentir le cycle pour que petit à petit les deux puissent mieux se comprendre. Ce qui se passe très souvent dans ce fameux cercle vicieux, c'est que c'est tellement un cycle habituel que et c'est tellement, finalement, il y a un certain confort en fait qui est retrouvé dans ce cycle parce que c'est vraiment des comportements habituels pour les deux. Et donc, ils sont rentrés dans un schéma où ils n'essayent même plus vraiment de se comprendre. Il n'y a aucune compréhension de ce qui se passe véritablement pour l'autre. On est vraiment juste dans cette répétition compulsive du cycle. Et donc, ça va être important de petit à petit ralentir la parole, ralentir ce qui est en train de se dire dans la pièce pour essayer de commencer à mieux comprendre qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Quelles émotions sont véritablement présentes sous la surface et pas juste superficiellement. Et donc vraiment, à travers ce ralentissement, ça va permettre petit à petit de ce que Jérôme et Amanda apprennent à mieux se comprendre mutuellement. Parce que comme je l'ai dit, quand on est dans ce cycle compulsif habituel, on ne se comprend pas vraiment. On est coincé dans des suppositions et dans des projections qu'on fait sur l'autre. Et donc, on ne sait pas vraiment, au fond, ce qui se passe chez l'autre. Et pour les deux, et c'est à ça que sert aussi le thérapeute dans la dynamique, c'est que le thérapeute ou la thérapeute va aider à diriger la discussion et donc va forcer, entre guillemets, Jérôme et Amanda à plus se connecter à leurs ressentis et à plus verbaliser consciemment ce qui se passe chez eux, à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur tête. Et à travers cette nouvelle compréhension des émotions qui sont sous la surface, ce qui va être extrêmement important pour instaurer une nouvelle dynamique de couple, ça va être de devenir une équipe, de devenir une team qui va faire face à leur cercle vicieux, à leur dynamique compulsive. Parce que ce qui se passe, bien sûr, dans la majorité des conflits, des problèmes en couple, c'est que les deux personnes ont fini par se voir comme l'ennemi. Donc, Amanda pense que Jérôme est l'ennemi, Jérôme pense que Amanda est l'ennemi, et ils sont coincés dans de l'accusation mutuelle, en fait, où ils ont tous les deux l'impression qu'ils sont victimes de l'autre personne, et que si seulement l'autre pouvait changer ses comportements, tout se passerait bien. Sauf que du coup, ce n'est pas du tout une dynamique d'équipe et de solidarité,
c'est une dynamique de combat. On est vraiment dans le combat, on est dans l'accusation, on est dans le rejet de l'autre, on est vraiment en mode je suis un combattant, j'ai mon épée et dans la salle de thérapie, les deux sont en train d'utiliser leur épée en mode non, c'est toi le problème, non, c'est toi le problème. Donc petit à petit, en ralentissant, en conscientisant un petit peu mieux ce qui est en train de se passer pour l'un et pour l'autre, en essayant de mieux comprendre ce qui se joue sous la surface, pour qu'ils puissent mieux se comprendre mutuellement, on va essayer de faire en sorte que le couple devienne une équipe et donc qu'ils se solidarisent l'un envers l'autre. Et du coup, ce n'est plus moi versus toi, c'est nous versus le cercle vicieux. C'est nous versus nos schémas répétitifs. C'est nous versus nos schémas du passé. Donc c'est vraiment qu'ils arrivent petit à petit à l'attitude. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes ensemble dans la même équipe contre un ennemi commun, notre cercle vicieux. Il y a une sculpture dont j'aimerais parler qui est vraiment une super image à garder en tête vis-à-vis de tout ce que je viens de mentionner. C'est une sculpture qui est assez connue, je crois, en tout cas si on connaît Burning Man. C'était une sculpture qui avait été érigée pour Burning Man, donc le festival qui a lieu aux États-Unis, qui est assez connu voilà, dans le monde un peu spirituel wouhou. J'ai jamais été là-bas, mais c'est une sculpture très connue parce que en fait, elle représente deux personnages et ce sont deux adultes qui sont manifestement potentiellement en dispute et qui sont dos à dos en fait, donc ils se tournent le dos et ils sont tous les deux comme ça avachis, un peu comme s'ils étaient tristes. Et donc voilà, ils se tournent le dos. Mais ce qui est génial, c'est que à l'intérieur de l'image et de la représentation des deux adultes, il y a une plus petite sculpture d'un enfant. Et en fait, comme si c'était un enfant intérieur chez les deux adultes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces deux enfants intérieurs? Ils sont face à face et ils sont en train de se tendre la main. Et je t'invite à aller regarder cette sculpture. Tu peux simplement taper Burning Man sculpture enfant intérieur, quelque chose comme ça devrait sortir. Magnifique sculpture parce que ça représente exactement ce qu'on essaye de faire en fait en thérapie de couple. C'est que les deux adultes sont comme des ennemis et donc ils se tournent le dos, ils sont fâchés l'un vers l'autre et ils n'arrivent pas à se comprendre, ils n'arrivent pas à vraiment se voir et à connecter. Mais leur enfant intérieur a tellement envie de se connecter à l'autre et a tellement envie de tendre la main à l'autre. Et ça représente bien en fait les deux parties, les diverses parties qui existent à l'intérieur de nous. Il y a la partie de moi qui a envie de me défendre et de me protéger à tout prix, qui a envie de rester coincée dans mes schémas négatifs, de rester coincée dans l'accusation, de rester coincée dans ma victimisation et dans le fait de dire que mon partenaire a tort et que c'est lui qui a tout faux. Et puis il y a la partie de nous plus tendre, plus vulnérable, plus innocente, qui a juste envie d'une chose, elle a juste envie de se connecter à l'autre. Elle a envie de ressentir l'amour, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour et d'être dans cette vulnérabilité, cette partie bien plus innocente. Et donc voilà, c'est vraiment une très belle image à garder en tête vis-à-vis de qu'est-ce qu'on essaie de faire dans un couple et pourquoi c'est important de se reconnecter petit à petit à la vulnérabilité. Et ça, je vais en parler du coup maintenant, parce que je vais parler un petit peu de qu'est-ce qu'ils pourraient faire, Jérôme et Amanda, chacun de leur côté, chacun séparément, mais dans la thérapie de couple pour améliorer leur dynamique. Donc comme j'ai dit, on va parler de Jérôme en premier. Comme j'ai dit, Jérôme, il va devoir petit à petit apprendre à prendre sa place, à exprimer ses émotions, même si au début ce sera de manière plus subtile que Amanda. Et ça c'est normal parce qu'une personne évitante va avoir plus de mal au début à s'exprimer et à exprimer ses ressentis. Donc il va falloir avoir beaucoup de patience pour Jérôme pour qu'il puisse petit à petit mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et au fond d'elle-même, Amanda a terriblement envie de savoir ce qui est en train de se passer pour Jérôme. C'est juste que souvent, elle ne lui laisse pas forcément la place, en fait. Parce qu'elle prend tellement de place avec sans arrêt ses insécurités qui ressortent qu'elle ne laisse pas la place à Jérôme. Donc il va falloir que Jérôme prenne sa place, que Amanda laisse un peu plus de place à Jérôme, que lui, il arrive à mettre des mots petit à petit sur ses ressentis. Et surtout qu'il arrête de se murer dans le silence. Et ça va être quelque chose qui va devoir être fait petit à petit au cours de la thérapie, c'est que
Jérôme a tendance à se murer dans le silence, à se fermer totalement, à ne plus rien dire. Et ça rend Amanda folle. Elle ne supporte pas, elle ne comprend pas pourquoi il réagit de cette façon-là. Et en fait, ce qui se passe pour Jérôme souvent, c'est qu'il est totalement submergé et par ses propres émotions intérieures. Il ne sait, voilà, il est perdu en fait, il ne sait pas quoi faire et du coup, il a l'impression que se taire est la seule solution viable. Et ça, il va absolument falloir qu'il apprenne petit à petit à mieux se réguler dans ses émotions, quand il a cette envie de se murer dans le silence. Il y a 2 options qui vont s'offrir à lui. Soit il va pouvoir dire à Amanda, écoute, là c'est trop pour moi, j'ai besoin de prendre un moment, j'ai besoin de prendre de l'espace, parce que c'est ok en fait d'avoir besoin de prendre de l'espace. Et donc ça, il va falloir qu'il conscientise le fait de, ok, là j'ai besoin de prendre de l'espace, je peux exprimer ça à Amanda. Mais, très très important, il va absolument falloir qu'il exprime à Amanda quand est-ce qu'il va revenir. Parce que trop souvent, pour l'évitant, se murer dans le silence est une stratégie habituelle, mais la personne ne dit jamais quand est-ce qu'elle va revenir, ne dit jamais si elle a envie de régler le problème, et elle laisse en fait son autre partenaire dans le flou total, et ça rend fou la personne anxieuse. Et la personne évitante a l'impression qu'elle ne fait rien de mal, entre guillemets, mais en fait, ça fait extrêmement de mal. Parce que, et ça j'en reparlerai dans un prochain épisode, mais c'est un des comportements qui tue les relations. De se murer dans le silence et de ne rien dire, ça tue une relation. Parce que l'autre a l'impression qu'elle est abandonnée. Elle a l'impression qu'elle est seule. Elle a l'impression que la personne s'en fiche. Et donc, si on a besoin de faire une pause, de prendre de l'espace pour l'évitant, c'est ok, mais il faut dire, écoute, là j'ai besoin d'espace, mais donne-moi 30 minutes et puis on peut réaborder ce sujet, on peut régler le problème. Donne-moi 1 heure ou 2, j'ai vraiment juste besoin de faire un truc de mon côté, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, mais ensuite je te promets qu'on va revenir et qu'on va en reparler. Voilà, ça Jérôme va devoir apprendre à exprimer ça de cette manière-là. Et ça, la seule manière que Jérôme comprenne à quel point c'est vraiment essentiel, c'est qu'il comprenne à quel point ça blesse Amanda, en fait, quand il fait ça. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est pas aussi agressif que ça l'est pour Amanda. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement en comprenant vraiment ce qui se passe des 2 côtés qu'ensuite on peut se solidariser. Et donc, quand Jérôme va comprendre à quel point ça fait de la peine et du mal à Amanda, c'est là qu'il va pouvoir se rappeler d'autant plus à quel point c'est important pour lui de mettre ça en place. Et on essaye toujours évidemment de créer une situation gagnant-gagnant, parce qu'on essaye de créer une situation qui convient aux besoins des 2 partenaires. Et donc ça convient aux besoins des 2 partenaires, parce que Jérôme a peut-être besoin de prendre du temps pour lui et de prendre de l'espace, mais Amanda a besoin à tout prix de savoir qu'il va revenir, qu'il ne l'abandonne pas et qu'il a envie de régler le conflit. Donc ça, c'est une grande chose que Jérôme va devoir apprendre. Et puis, en deuxième lieu, voilà, oser pour Jérôme exprimer plus souvent de l'affection et de la tendresse. Ça peut passer par plein de choses différentes, ça peut passer par du contact physique, et des fois c'est plus facile justement pour les personnes évitantes de commencer par ce contact physique plutôt que la tendresse verbale. Donc voilà, mettre en place plus de moments où les 2 personnes vont se toucher, vont s'offrir de la tendresse physique. Parce que ça va permettre à Amanda de se sentir plus rassurée émotionnellement. Ça va être un des éléments qui va petit à petit interrompre le cercle vicieux. Parce que ça va permettre à Amanda de se sentir plus sécurisée. Et ça va permettre à Jérôme aussi de casser sa barrière d'évitant et de s'ouvrir lui-même plus à Amanda. Donc ça pourrait passer par mettre en place, voilà, le soir, au lieu de scroller sur nos téléphones dans le lit, on va prendre un moment pour consciemment se toucher, prendre un moment pour consciemment se donner des câlins. Je suis une énorme fan de ce qu'on appelle en anglais du skin to skin, du peau à peau. Parce que ça, c'est littéralement, je l'avais déjà expliqué dans un épisode précédent, mais c'est littéralement la première manière dont notre corps enregistre la sécurité émotionnelle, c'est à travers le toucher avec notre maman quand on est petit. Et donc, même en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui est naturellement hyper ressourçant, hyper régulant pour le système nerveux, c'est le toucher, le skin to skin. Alors le toucher, même si on est habillé, bien sûr, c'est génial, mais skin to skin, c'est encore plus puissant parce que ça donne encore plus cette impression d'être sécurisé avec l'autre.
Donc voilà, ça peut passer par plus de rituels, de toucher physique, ou bien oser plus souvent pour lui exprimer de l'affection et de la tendresse verbale. Ça va aussi dépendre peut-être aussi des langages de l'amour d'Amanda et de ce qu'elle préfère recevoir, parce que voilà, il y a des gens qui préfèrent recevoir du toucher physique, il y a des gens qui préfèrent recevoir de l'affection verbale, il y a des gens qui préfèrent avoir du temps de qualité. Mais dans tous les cas, pour Jérôme, ça va être important de réussir à petit exprimer plus sa tendresse et ses émotions et son amour pour Amanda, tout simplement. Et puis, en dernier lieu, ce que je mentionnerais pour Jérôme, c'est que forcément, son système d'évitant va à un moment donné le déclencher et forcément, à un moment donné, il va avoir une envie de fuir et il va avoir envie de trouver tous les défauts d'Amanda et de trouver toutes les raisons pour lesquelles Amanda n'est pas la bonne personne pour lui. Et dans ces moments-là, si Jérôme comprend qu'il a un style d'attachement évitant, c'est important qu'il comprenne que voilà, c'est simplement mon style, mon évitement qui est en train de se déclencher. Parce que si on comprend en fait que c'est notre attachement qui est en train de se déclencher, on peut ne pas tomber dans la panique. Si j'ai une sensation que que j'ai besoin de fuir à tout prix et que j'ai l'impression que c'est la réalité, bah c'est là que je vais peut-être prendre la mauvaise décision et finir par vraiment fuir. Alors que si, voilà, tout d'un coup j'ai cette sensation hyper qui me submerge, que j'ai envie de fuir et que l'autre a tout faux, mais que j'arrive à mettre un petit temps de pause et à conscientiser que ah non, mais en fait là c'est mon système d'attachement évitant qui est en train de se déclencher. Rien que ça permet de mettre un peu de distance entre moi et ces ressentis. Un peu plus de place pour ce ressenti. Et donc de ne pas agir impulsivement vis-à-vis de ce ressenti. Parce que, voilà, ça c'est un autre problème, c'est que les gens agissent de manière hyper impulsive sans comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc si je comprends ce qui est en train de se jouer, je peux émettre un temps de pause, conscientiser que c'est simplement un trigger qui s'est déclenché pour moi, et ensuite prendre une nouvelle route, prendre une nouvelle décision. Par exemple, je peux me rappeler toutes les raisons pour lesquelles je suis avec Amanda, je peux me rappeler tout ce que j'aime chez elle, je peux me rappeler tout ce qui va bien dans la relation, je peux me rappeler que je suis ok, que je suis en sécurité, qu'on est en train de travailler sur la dynamique et que je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle soit parfaite, je ne peux pas m'attendre à ce que je sois parfait. Et dans ce moment précis, je peux me demander aussi de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin d'aller au sport? Est-ce que j'ai besoin d'appeler un ami pour pouvoir lui balancer tout ce qui se passe avec moi et pour pouvoir me sentir mieux? Est-ce que j'ai besoin au contraire de me rapprocher d'Amanda, d'aller lui faire un câlin? De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment précis pour me rassurer? Moi, je sais que les fois où je me sens très déclenchée et que je commence à partir dans des spirales négatives en tout genre, quelque chose qui m'aide à chaque fois quasiment, c'est de prendre simplement 20 à 30 minutes pour faire du yoga. Et ça marche hyper bien pour moi. C'est vraiment en fait revenir dans mon corps, revenir dans l'instant présent, réapprendre à respirer lentement. Et ça, généralement, il suffit que je fasse ça et puis je me sens directement mieux. Ma spirale paraît tout de suite moins importante. Ma spirale paraît tout de suite moins dangereuse, moins submergente. Et donc voilà, c'est un exemple d'une pratique qu'on peut faire. Le yoga, c'est vraiment génial. Bénéfice énorme, je pense, pour beaucoup de gens. Mais voilà, c'est simplement ce genre de petites pratiques qu'on peut mettre en place pour essayer de mettre plus de distance entre moi et mon déclencheur émotionnel. Et puis, du côté de Amanda, parce que là on a parlé de Jérôme, mais pour parler de Amanda, une chose qui va être vraiment essentielle pour Amanda d'apprendre, c'est de mieux exprimer ses ressentis sans tomber dans l'accusation ou la critique. Parce que pour la personne anxieuse, ce qui se passe très souvent, c'est qu'elle va littéralement vomir, entre guillemets vomir plutôt, tous ses ressentis, toutes ses peines, toutes ses peurs, toutes ses frustrations, toute sa colère sur l'autre, déverser tout ça sur l'autre en fait, sans filtre et sans se rendre compte en fait de l'impact que ça a sur l'autre. Et donc il va y avoir beaucoup de critiques, beaucoup de blâmes, beaucoup d'accusations, et c'est exactement ça qui va malheureusement déclencher l'évitant de se fermer et de fuir. Donc le problème n'est absolument pas d'avoir une insécurité ou d'avoir besoin de parler, mais le problème c'est que la critique, et ça de nouveau j'en reparlerai dans un futur épisode, mais la critique c'est aussi un des trucs qui détruit une relation. Et donc
l'autre va forcément toujours mal le prendre quand on est en train de l'accuser. Donc ça va être très très important d'apprendre comment est-ce que je peux exprimer ce ressenti, cette émotion d'une manière plus productive, d'une manière plus vulnérable. Et ça, en anglais, il y a ce qu'on appelle des I statements, ce qui sont, j'imagine en français, c'est des déclarations en je. Au lieu de pointer du doigt l'autre et ce que l'autre fait mal ou ne fait pas bien, je vais me focaliser sur ce que moi je ressens. Quel est moi mon ressenti, quelle est moi mon émotion, et donc exprimer vraiment ce que je ressens de manière vulnérable. Par exemple, je me sens triste quand tu te mures dans le silence parce que je me sens abandonnée. J'ai l'impression que tu t'en fiches de moi, ou en tout cas c'est l'histoire que je me raconte, c'est que tu t'en fiches de moi. Ça me met vraiment en colère quand tu ne réponds pas à mes messages, quand tu ne veux plus me parler pendant plusieurs jours parce que je me sens tellement seule, je me sens tellement abandonnée. Et vraiment, ça me fait tellement de la peine parce que j'ai besoin de me sentir en connexion avec toi. J'ai besoin d'avoir l'impression qu'on est ensemble là-dedans. Ça, c'est une manière vulnérable d'exprimer quelque chose. Plutôt que de dire quelque chose comme « Comment est-ce que tu peux me faire ça? T'es tellement négligent, tu t'en fiches de moi, tu t'en fiches de mes ressentis, tu m'écoutes jamais, de toute façon, tu pourrais me quitter demain, tu t'en ficherais. À chaque fois que j'essaie de parler, tu t'as rien à dire, tu dis jamais rien. T'es vraiment une personne totalement indisponible. » J'arrive même pas à trouver des manières en fait de dire tout ça. Bon, moi, il faut savoir que je suis plus une personne évitante à la base, donc ça me vient beaucoup moins naturellement de partir dans la critique comme ça, totalement débridée, parce que c'est pas quelque chose que je fais en fait. Je suis plutôt du genre à me renfermer sur moi-même, donc je critique comme ça enfin, ça m'arrive vraiment quasiment jamais, quoi. Je crois peut-être jamais. Donc c'est difficile pour moi de naturellement trouver des exemples, mais voilà, je pense que tu peux comprendre, tu peux trouver toi-même des exemples, je pense, dans ta propre vie. Et puis, au-delà de l'expression plus vulnérable pour Amanda, ça va être aussi important que elle demande à Jérôme, en fait, si c'est un bon moment pour lui de partager quelque chose. Parce que de nouveau, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne anxieuse va déverser tous ses déboires à n'importe quel moment de la journée, et l'autre va être tellement pris par surprise, en fait, et pris de court que, de nouveau, ça va être un trop-plein pour l'évitant. Donc, ça va être important de pouvoir mettre en place des moments privilégiés où ils vont pouvoir discuter de manière plus calme, ou bien simplement de demander à l'autre, est-ce que c'est un bon moment pour toi maintenant qu'on puisse aborder ce sujet? Est-ce que je peux te parler de quelque chose maintenant? Ou est-ce que... Et puis voilà, et de accepter en fait, accepter si l'autre dit, ah mais en fait là non, c'est pas un bon moment, je suis en train de travailler sur un projet, est-ce qu'on peut en parler dans 1 heure? Parce que ça, c'est une marque de respect en fait. C'est une marque de respect pour le système nerveux de l'autre aussi. Que l'autre ne va pas être prêt à tout moment de recevoir quelque chose. Et les conflits, de nouveau, malheureusement, ils vont d'autant plus être négativement déclenchés si les deux personnes sont stressées. Donc, si Jérôme vient de rentrer du travail, qu'il a eu une longue journée stressante, qu'il est déjà dérégulé un petit peu, que Amanda elle-même a eu une journée stressante et est dérégulée, et que là, ce moment-là est choisi pour commencer à critiquer, alors là, évidemment que ça va partir en conflit terrible. Parce que c'est important quand même de trouver des moments où les deux personnes vont être prêtes à s'écouter et à s'entendre, où les deux personnes vont être un minimum régulées pour pouvoir avoir ce genre de discussion. Et puis aussi, en dernier lieu, pour Amanda, ça va être important de quand même comprendre que ça va prendre plus de temps à Jérôme pour s'ouvrir. Et donc c'est là, je disais tout à l'heure, qu'elle lui apprenne à lui donner un peu plus d'espace. Après, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il doit mettre de l'espace pour toujours. C'est très important pour lui d'apprendre à dire qu'il va revenir et d'apprendre pour lui de se réengager et de revenir avoir ces discussions difficiles. Mais pour Amanda aussi, d'apprendre à avoir plus de patience et de comprendre que pour Jérôme, ce n'est pas autant naturel que pour elle. Et donc c'est là que trouver un moment qui va fonctionner pour les deux va être vraiment une belle manière de s'assurer aussi que Jérôme n'est pas submergé. Et ça, j'en ai parlé aussi dans un autre épisode, je crois le premier, sur comment construire une relation plus consciente, mais c'est là que en fait, c'est tellement utile de pouvoir mettre en place ce que j'appelle un check-in de couple, où on va pouvoir mettre dans le calendrier un moment où on parle de manière sincère et honnête de ce qu'on ressent et de ce dont on a besoin. Parce que ça permet aux deux d'être préparés à ça. Et ça permet justement aux deux
de venir avec un esprit ouvert, de venir avec un cœur ouvert et de venir avec voilà, cette vulnérabilité qui est importante, plutôt que d'avoir ces conflits qui se créent à n'importe quel moment de la journée, dans des moments finalement où les deux se sentent déjà totalement dérégulés et les deux se sentent déjà en stress. Et là on tombe, voilà, c'est ces spirales négatives qui, elles commencent comme ça et puis finalement elles s'enveniment de plus en plus facilement et donc on s'en sort plus en fait. Et puis pour Amanda ça va être aussi très important, comme pour Jérôme d'ailleurs, mais voilà, là je l'exprime vis-à-vis d'Amanda. Si Amanda commence à partir trop loin dans ce qu'on appelle le système limbique, en fait, c'est le système, voilà, c'est la partie du cerveau, le système limbique, qui régit les émotions. Et notamment l'amygdale qui régit la détection des dangers et de la menace. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que dans beaucoup de conflits de couple, quand ça prend vraiment des tournures assez fortes, les deux sont généralement tombés dans leur cerveau émotionnel et dans leur amygdale, ce qui fait qu'ils sont en fait en combat-fuite et qu'il n'y a plus rien de bien qui pourra vraiment ressortir de cette discussion. Parce qu'une fois que les deux sont dans leur système limbique et sont en alerte en fait, là c'est vraiment en mode danger, danger, je dois me protéger. Et quand on est tous les deux en mode danger, danger, je dois me protéger, le conflit ne peut pas aller dans une bonne direction. Et donc de comprendre ça, c'est aussi de comprendre que quand je suis vraiment à un moment où je vois rouge, je commence à tout voir rouge et je commence à être en alerte totale, faire une pause va être un outil très important et très pertinent. Donc simplement prendre un temps de pause, que l'une des deux personnes soit capable de verbaliser, là on est tous les deux activés, on est tous les deux en mode attaque, on est tous les deux en mode système limbique. Prenons une pause, allons digérer tout ça pendant 20 à 30 minutes, voire plus si besoin, et ensuite on reviendra discuter. Parce que c'est très important que le cortex préfrontal, et ça c'est la partie du cerveau où on peut vraiment penser de manière logique et avoir plus d'empathie pour l'autre, si cette partie du cerveau n'est pas présente, c'est là que le conflit prend des tournures très négatives. Donc c'est important que cette partie du cerveau soit en ligne et soit présente pour qu'on puisse discuter et mieux se comprendre et mieux s'écouter. Donc voilà, prendre une pause, ça va être un outil aussi pertinent pour les deux. Et notamment aussi, voilà, dans ce cas-là pour Amanda, si elle a l'impression qu'elle n'est plus capable de parler de manière vulnérable et qu'elle retombe dans son schéma de la critique et de l'accusation. Voilà. Bon, ceci, c'est important de mentionner qu'évidemment tout ce dont je viens de parler n'est bien sûr qu'un aperçu de ce qui peut se passer en thérapie de couple, parce que la thérapie de couple est quelque chose de très complexe, avec plein de modalités différentes, avec plein d'outils différents, et puis chaque couple, malgré tout, reste unique. Donc évidemment que ceci n'est qu'un aperçu très bref de ce qui peut se passer en thérapie de couple. Voilà, parce que c'est pas possible de toute façon de savoir exactement si on n'a pas les deux personnes en face, si on n'a pas les deux historiques uniques. Et puis voilà, dans un épisode comme ça de 40 minutes. Donc évidemment que ce sera plus complexe que cela, mais je pense que voilà, tout ce dont je viens de parler sont en effet des outils qui pourront être assez pertinents, surtout pour un couple qui est dans une dynamique anxieux-évitant. Et tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais c'est très important de mentionner ça, avancer en couple et puis être un couple sain et heureux ne veut absolument pas dire être parfait ou avoir zéro insécurité. Pas du tout. C'est entièrement normal que les deux personnes soient imparfaites, que les deux personnes aient des insécurités et puis aient des déclencheurs émotionnels. Le problème n'est absolument pas là. Le problème, c'est comment est-ce qu'on travaille avec ça, comment est-ce qu'on exprime ces problèmes, comment est-ce qu'on exprime ces insécurités et quelle attitude est-ce qu'on adopte vis-à-vis de ces différents schémas nocifs. C'est en fait développer une meilleure conscience de ce qui est en train de se passer, une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer, et puis ensuite des manières d'exprimer les choses différentes et des manières de gérer les conflits et les insécurités différentes. Et surtout, comme je l'ai dit en tout premier lieu, devenir une équipe face à tout ça, plutôt que d'être dans la confrontation récurrente. Et c'est ça que je trouve aussi magnifique, je le mentionne parce que pour moi ça coule de source, mais il ne faut absolument pas avoir l'impression qu'on doit être parfait pour être en couple et pour être dans un couple sain. Il ne faut absolument pas avoir l'impression qu'on doit attendre d'être parfaitement guéri pour se mettre en relation.
On peut tout à fait guérir et s'améliorer en couple. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une chose très belle si c'est possible pour les deux. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, cette petite séance de thérapie fictive avec Amanda et Jérôme. Je vais m'arrêter là pour cette série sur la théorie de l'attachement. Peut-être que j'en ferai d'autres dans le futur, mais 3 pour l'instant, je trouve ça pas mal. Et puis, je vais quand même te mentionner un petit livre qui pourrait être pertinent si tu as envie d'approfondir tes connaissances sur la théorie de l'attachement. C'est un livre qui s'appelle Serre-moi fort de Dr. Sue Johnson. Dr. Sue Johnson est une thérapeute très connue dans ce milieu-là et dans le monde de l'attachement en couple. Et donc, le livre Serre-moi fort, 7 conversations pour une vie entière d'amour. C'est un très beau livre qui permet de mieux comprendre ces différentes dynamiques des dialogues néfastes en couple et des dynamiques d'attachement. Voilà. Si cet épisode t'a plu, ce serait génial si tu pourrais mettre un petit 5 étoiles sur Spotify pour soutenir le podcast. Et si tu es intéressé par un travail thérapeutique avec moi, que ce soit en individuel ou en couple, je suis ouverte actuellement à des nouveaux clients, que ce soit en présentiel en Suisse ou bien en ligne. Et donc tu peux trouver plus d'informations pour me contacter sur mon site web waysofblooming.com. Merci beaucoup et à bientôt.